Est-ce que là, vous voyez ma diapo de titre qui est projetée ou est-ce que vous avez le mode présentateur? Voilà, bien la slide par Vérosity. Allez, génial. Bon, bah allez, on va attaquer. Donc, la conf, elle est enregistrée. Donc, comme ça, si il y en a qui sont pas là, qui veulent la voir en replay, il n'y a pas de souci. Et il faut juste que je m'ouvre la petite fenêtre de discussion au cas où il y en a qui posent des questions. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous reparler aujourd'hui de la parvovirose et du typhus, qui sont donc des maladies infectieuses qu'on rencontre quand même de temps en temps en pratique d'urgence. Là, on va reprendre pas mal de choses dessus, ça va balayer un petit peu tout. Évidemment, n'hésitez pas à intervenir à tout moment pour donner votre avis, poser une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi passer par la petite conversation si vous préférez. Et puis, s'il vous plaît, je vous le rappelle, pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude encore, c'est des présentations qu'on fait nous. On utilise pour beaucoup nos photos. C'est notre propriété intellectuelle et parfois on utilise aussi des images sur lesquelles on n'a pas les droits d'auteur. Donc, on vous demande de surtout pas diffuser les conférences et de les garder pour vous. Voilà, merci. Alors, en introduction, les troubles digestifs aigus, c'est vraiment un motif ultra fréquent de consultation. On en a tout le temps, aussi bien à domicile qu'en clinique. C'est vraiment, je pense, parmi les motifs les plus fréquents. C'est quoi la définition d'une gastro-entérite aiguë, qu'elle soit hémorragique ou pas? C'est une inflammation du tube digestif avec des signes cliniques qui peuvent être assez variés, vomissements et ou diarrhée. On a souvent aussi une hyporexie ou une anorexie. Et la cause précise sur des troubles digestifs vraiment aigus, elle n'est pas souvent connue, mais on a des origines virales qui sont possibles, et notamment parvotyphus, c'est de ça qu'on va parler. Il y a plein de cas qui peuvent être peu graves, mais malheureusement, il y a aussi des cas où le pronostic vital est engagé, donc il faut savoir quand même prendre en charge ces maladies-là. La parvovirus et le typhus, c'est des maladies qui sont communes chez le jeune animal, généralement de moins de 5 mois, avec des virus qui sont très pathogènes et qui sont encore répandus malheureusement malgré la vaccination. Il n'y a pas beaucoup de traitements spécifiques, voire il n'y en a pas. Donc c'est vraiment un enjeu médical, sanitaire et économique pour nous de savoir reconnaître et prendre en charge ces maladies. Donc on va commencer avec des généralités sur la parvovirose, après on fera la même chose sur le typhus, et ensuite il y aura une partie commune sur la prise en charge. Donc, si on attaque avec le parvovirus, donc c'est le canine parvovirus, CPV, c'est un petit virus à ADN qui n'est pas enveloppé. Donc ça lui donne des propriétés de résistance dans le milieu extérieur. Et donc, c'est un virus qui est très stable et donc forcément, c'est difficile de s'en débarrasser. La contamination, elle se fait par voie orofécale, donc par ingestion de matières fécales ou contact avec des matières fécales qui sont contaminées avec le virus. Et c'est un virus qui va se répliquer dans les noyaux des cellules qui sont à division rapide. Donc, plutôt, par exemple, ce qui va être tissu lymphoïde, épithélium digestif et moelle osseuse aussi éventuellement. Il y a plusieurs sous-types du parvovirus. Et on a essentiellement actuellement le sous-type 2 et il y a le 2, 2A, 2B et 2C. On s'en fiche un peu, ça ne change pas grand-chose après pour le reste. Concernant l'épidémiologie de la maladie, donc c'est une maladie essentiellement du animal. Barbara, je coupe ton micro. C'est une maladie du jeune animal, généralement entre 6 et 20 semaines. Ça peut être moins, ça peut être plus, hein, c'est généralement. Et on a aussi des infections qui sont souvent subcliniques chez l'adulte non vacciné. Il peut y avoir des adultes qui sont symptomatiques de la parvo, mais la plupart du temps, ils vont faire des formes non symptomatiques. L'immunité chez le nouveau-né, elle se fait via les anticorps maternels. Alors ça, c'est à condition que la mère, elle ait été immunisée contre la parvo, donc elle ait été vaccinée ou infectée précédemment. Et il y a un titre qui est quand même relativement intéressant chez le nouveau-né lorsque le colostrum a été pris correctement. Et puis, la demi-vie des anticorps maternels, elle est d'environ 10 jours. Mais ça, c'est la demi-vie. Donc, il va y en avoir qui vont rester plus longtemps que ça. Et en fait, on va avoir un petit peu l'idée de cette courbe-là, c'est qu'il va y avoir une fenêtre où on a un risque plus important d'infection entre le moment où le taux d'anticorps maternel va baisser et le moment où, si on vaccine le chiot, bien sûr,
il va y avoir production d'anticorps pour le chiot, et bien il y a un gap là, il y a une fenêtre à risque où les deux courbes se croisent et où l'animal est particulièrement sujet à se contaminer s'il est exposé. Les facteurs de risque de la parvo, c'est évidemment absence ou insuffisance de transfert d'immunité maternelle, une mauvaise hygiène de l'environnement avec du virus dans l'environnement, les fortes densités de population, un parasitisme digestif qui va fragiliser l'animal. Certaines races de chiens ont été décrites aussi comme un risque. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure c'est pas plutôt le fait que ce sont les techniques d'élevage, le fait que voilà, il y a des fortes densités de population, etc., etc. Et puis, on remarque aussi une saisonnalité dans l'hémisphère nord entre juillet et septembre. Pour ce qui est de la pathogénèse, donc on va avoir d'abord l'exposition au virus. Donc on a dit que c'était une contamination oro-fécale, donc ça peut être ingestion, mais des fois c'est simplement contact direct. On a ensuite une contamination qui est initiale locale, avec une réplication dans les tissus lymphoïdes de l'oropharynx, dans le thymus et les nœuds lymphatiques régionaux. À partir de là, entre J1 et J5, on a une virémie. Donc là, le virus, il passe vraiment dans la circulation systémique et il va se disséminer et aller vers ses organes cibles, et notamment le tractus digestif. Donc là, on commence à avoir infection des cellules au niveau des cryptes, donc ça, on le reverra juste après. Et puis, entre J4 et J10, en moyenne, on a apparition des signes cliniques digestifs et des signes cliniques généraux. La réplication justement dans les cryptes, en voici un petit schéma. Donc, normalement, donc ça c'est une microvillosité, c'est un schéma d'une microvillosité. Et vous avez en bas les cryptes. Et donc, le fait que le virus vienne se développer ici, ça va provoquer la destruction et la nécrose de ces villosités, mais également une incapacité de régénération de l'épithélium digestif. Et c'est pour ça que, enfin, c'est vraiment un virus qui va décaper le tube digestif. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des diarrhées et ou des vomissements qui sont hémorragiques. L'excrétion du virus, ça aussi, c'est très important. Elle se fait donc par les fesses essentiellement, à partir de J3, J4 post-exposition, donc c'est-à-dire souvent avant le début des signes cliniques. Donc ça, c'est important pour la dissémination du virus. Et elle se fait généralement pendant 7 à 10 jours, mais ça peut des fois durer plusieurs semaines d'excrétion. Et comme on a vu que c'était un virus qui était très résistant dans le milieu extérieur, on se rend bien compte que c'est particulièrement difficile de s'en débarrasser. Ça peut atteindre d'autres organes que essentiellement les tissus lymphoïdes et le tube digestif. C'est quand même beaucoup plus rare, notamment avec les formes actuelles, les variants qu'on retrouve actuellement. Mais on peut avoir une atteinte de la moelle osseuse, notamment chez les très jeunes animaux. On peut avoir aussi une atteinte au niveau cardiaque, des myocardites, pardon, des chocs cardiogéniques, des arythmies. Ça, c'est surtout chez le très jeune animal. On peut avoir aussi des atteintes respiratoires, du foie, des reins, de la peau et puis du système nerveux central, soit par action directe du virus s'il vient se répliquer là, soit si on a vraiment, on va dire, un état gravissime avec une CIVD, on peut aussi se retrouver avec des saignements au niveau cérébral. On est quand même sur des cas qui sont particulièrement rares, heureusement. Les signes cliniques qu'on va fréquemment rencontrer en cas de parvovirose, je pense que tout le monde ici a déjà vu un chien parvo, il y a vraiment des niveaux de gravité extrêmement variables. C'est-à-dire qu'on peut avoir un chiot avec une parvo qui globalement va plutôt très bien, qui a un peu de diarrhée mais ça va, et puis on peut avoir le truc complètement en décubitus latéral à moitié mort. Donc généralement, ce qu'on va retrouver, c'est de l'abattement, une hyporexie, voire une anorexie, des vomissements avec ou sans présence de sang, une douleur abdominale parce qu'on a une entérite qui est sévère, donc une inflammation très importante du tube digestif, et on a aussi fréquemment dans cette pathologie des intussusceptions qui peuvent être fluctuantes, donc ça provoque aussi des douleurs abdominales. On a généralement de la diarrhée. Attention, c'est pas systématique. C'est pas parce que vous avez un animal qui n'a pas de diarrhée que vous pouvez exclure la parvo. On a des chiots qui font seulement des vomissements au niveau de la présentation clinique. Souvent, ils vont arriver un tout petit peu plus tard. Elles vont arriver un tout petit peu plus tardivement, ces diarrhées, à peu près 12 à 48 heures après, et on peut avoir du coup présence de sang, donc soit du sang digéré, du méléna, ou du sang en nature avec de l'hématochézie. On peut avoir de la fièvre aussi, ça n'est pas systématique, mais on peut. Et puis, c'est très souvent des animaux qui vont être déshydratés, voire en hypovolémie, voire en choc hypovolémique. Donc, j'en ai profité pour vous remettre les paramètres cliniques de la volémie.
Comment on va diagnostiquer une hypovolémie chez le chien? Tachycardie, muqueuse pâle, TRC supérieur à 2 secondes, un pouls faible à filant, des extrémités froides, voire une hypothermie au niveau rectal, et un état de conscience altéré. On peut avoir moins fréquemment d'autres types de symptômes. Donc, c'est des maladies qui vont très souvent conduire à un SIRS, donc un syndrome de réponse inflammatoire systémique. On reviendra dessus juste après, qui peut évoluer vers un sepsis, voire une défaillance multiorganique. On peut avoir aussi des coagulopathies. Donc là, vous avez une photo de pétéchie très sévère sur l'image que je vous ai mis. Et puis après, on peut avoir aussi des atteintes au niveau respiratoire, parce que donc, le virus peut venir se répliquer au niveau respiratoire. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des pneumonites par aspiration. Il n'y a pas de terme en français. Ça commence à être décrit. Avant, on parlait toujours de bronchopneumonie par aspiration et on considérait que c'était infectieux, qu'il y avait une contamination bactérienne et qu'on mettait des antibiotiques. Maintenant, de plus en plus, on parle en anglais de pneumonitis. Il n'y a pas d'équivalent en français, donc on peut traduire par pneumonite. Et en fait, finalement, ce n'est pas une bronchopneumonie infectieuse par aspiration, c'est juste que le poumon est cramé par le contenu digestif qui est passé par là. Bref, petit aparté. Et puis, comme on a dit, il peut y avoir des signes au niveau cardiaque. Revenons un petit peu justement sur le SIRS. Donc le SIRS, c'est donc le syndrome de réponse inflammatoire systémique. Pratiquement tous les patients parvo qui sont en état un petit peu, voilà, qui commencent à être un petit peu avancés, ils vont presque tous être en SIRS. Comment on diagnostique un SIRS? Il faut qu'il y ait au moins 2 de ces 4 critères. Donc une hypo ou une hyperthermie, une tachycardie, une tachypnée ou une hyperventilation, et une anomalie du nombre de leucocytes en l'absence d'autres causes connues. Donc ça peut être une augmentation ou une diminution. Donc très fréquemment, c'est des patients qui vont être en SIRS. Il y a ce qu'on appelle un continuum entre le SIRS, le sepsis et le MOTS, qui est donc la défaillance multiorganique. Donc, vous le voyez sur l'image qui est en haut. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, on la voit, on la voit. Super. Donc, vous êtes en état de SIRS. Donc, ça, c'est pour un patient qui est aseptique, on a dit. Lorsqu'on va rajouter un processus septique dessus, on va pouvoir passer en sepsis. Et puis, à tout moment, ce SIRS ou ce sepsis peuvent passer sur une défaillance multiorganique qui, quand elle est là, très franchement, atterrit quasiment dans 100% des cas au décès. Donc ça, c'est vraiment des choses... voilà. Il y a un continuum entre tous ces trucs-là. Et donc, le SIRS, il va participer à l'aggravation de l'état du patient. On va avoir relargage de plein d'endotoxines bactériennes et de TNF-alpha. Donc, on va se retrouver avec voilà, des anomalies au niveau vasculaire, vasodilatation, augmentation de la perméabilité vasculaire, etc. etc. Et on a une augmentation nette de la mortalité lorsqu'on commence à entrer sur ces processus-là. Et donc, on vient de le dire, il y a vraiment un risque important de passage vers un sepsis. Pourquoi? Parce que dans la parvovirose, on a des lésions de la barrière intestinale. Et en plus de ça, ce sont souvent des animaux qui sont en neutropénie. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc, on a un risque important de translocation bactérienne depuis le tractus digestif. Et donc, on a vu que si on est sur un SIRS et qu'on rajoute un processus septique, eh bien, on se retrouve en sepsis. Justement, reparlons un petit peu des anomalies biologiques qu'on peut retrouver. Donc, concernant la numération formule d'abord, on a très souvent une leucopénie avec une lymphopénie, parce qu'on a une lymphocytolyse directe à cause du virus, et puis on a aussi une neutropénie à la fois par consommation et par destruction des précurseurs de la moelle. On peut aussi tout à fait avoir un comptage leucocytaire qui est normal, voire une leucocytose. Ce n'est pas systématique d'avoir une leucopénie, mais c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. D'ailleurs, parlons un petit peu de cette neutropénie, cette leucopénie. On utilise beaucoup ça comme facteur pronostic. En tout cas, il faut quand même savoir que notamment la neutropénie seule à l'admission n'est pas un indicateur pronostic fiable. Bien sûr, c'est utile, mais il ne faut pas se fier qu'à ça. Il y a plusieurs études qui sont sorties qui peuvent être un petit peu
contradictoires, pardon. Je vous en ai mis une ici du JVIM de 2008, où eux, ce qu'ils avaient plutôt comme une chose intéressante, c'était si on avait un comptage lymphocytaire qui était suffisant et des leucocytes aussi suffisants à l'admission et 24 heures post-admission, c'était une valeur prédictive positive à 100% de survie. Donc ça, c'est les infos qui sont là. Et puis, chez les non-survivants, ce qu'ils remarquaient, c'est qu'on n'avait pas de déviation à gauche de la courbe d'Arnett. Donc ça, pour ceux qui se rappellent plus trop, la courbe d'Arnett, c'est la courbe qui retrace un petit peu l'évolution des PNN du plus jeune au plus vieux. Donc, si on a une déviation à gauche, ça veut dire qu'on a plutôt des PNN qui sont jeunes. Et donc, ça veut dire qu'on a vraiment une réponse immunitaire du patient avec production vraiment de PNN à ce moment-là. Donc, ça veut dire que chez ces patients-là, on a peu ou pas de réponse du système immunitaire. Et puis, lorsqu'on a une persistance d'une leucopénie, lymphopénie, eosinopénie, monocytopénie significative à 24 et 48 heures post-admission, là, ça va être plutôt facteur pronostic négatif. Donc, le comptage des globules blancs est intéressant. Alors, bien sûr, à domicile, vous ne l'avez pas, mais ça fera partie des choses qu'il faudra regarder idéalement chez ces patients-là. Concernant le reste de la numération formule, on peut avoir aussi une anémie hyporégénérative due à plusieurs phénomènes. Et évidemment, souvent, il y a beaucoup de saignements digestifs, donc on a une perte de sang par là. On a aussi un état inflammatoire, donc ça vient jouer vraiment au niveau de la production dans la moelle. C'est pour ça que c'est hyporégénératif. Et on peut avoir aussi des anomalies de l'érythropoïèse. Et puis, on peut aussi se retrouver avec une thrombopénie à cause de la consommation accrue, toujours à cause de ces saignements digestifs, à cause de l'état inflammatoire, si on a une CIVD, etc., etc. Concernant la biochimie et le ionogramme, c'est des patients chez lesquels on va pouvoir retrouver une hyperlactatémie, notamment lorsqu'ils sont en hypovolémie, voire en choc hypovolémique. En hypoglycémie, rappelons que ce sont souvent de jeunes patients qui mangent peu ou pas. En hypoprotéinémie, toujours parce qu'on a une diminution des apports et en plus de ça, on a une augmentation des pertes au niveau digestif. Une azotémie, qui est très souvent d'origine prérénale à cause de l'hypovolémie et ou de la déshydratation. On peut avoir aussi, au niveau des paramètres hépatiques, une élévation des pales des alates et ou une hyperbilirubinémie. Et puis au iono, généralement, on est en hypotoux parce que ils ont beaucoup de pertes et que ils ont une diminution des apports. Et donc, par rapport à tout ça, on n'oublie pas, même quand on est à domicile, qu'il y a pas mal de choses là qu'on va pouvoir évaluer et qu'il ne faudra pas hésiter sur ces patients-là à proposer des examens complémentaires. Pour ce qui est du diagnostic, ce qu'on va utiliser le plus fréquemment, ce sont tout ce qui est méthode ELISA, avec les petits snap tests qui sont très faciles et rapides à utiliser. Donc là, ces snaps, ils vont rechercher la présence d'antigènes du CPV et généralement, ils vont se faire par prélèvement de matière fécale. Donc, c'est assez facile à réaliser. Ce sont globalement des tests qui sont très spécifiques. La spécificité, je vous ai remis ce que c'était, c'est la capacité à ne détecter que des malades, c'est-à-dire qu'on a peu de faux positifs. Par contre, ce sont des tests qui sont assez peu sensibles, la sensibilité étant la capacité à détecter un maximum de malades, c'est-à-dire peu de faux négatifs. Donc, ce sont des tests pour lesquels il y a peu de faux positifs, mais beaucoup de faux négatifs. Donc ça, il faut le prendre en compte quand on interprète un SNAP parvo. Comme on sait qu'il y a un risque important de faux négatifs, mais qu'il y a très peu de faux positifs, si votre SNAP il est positif, vous pouvez considérer qu'a priori, votre animal est bien infecté avec un parvovirus. Si par contre votre SNAP il est négatif alors que vous avez un contexte clinique qui vous semble en faveur d'une parvo, il faut considérer que potentiellement c'est un faux négatif. Donc on va traiter l'animal comme s'il était positif. Et si on veut vraiment avoir un diagnostic, il faudra envisager d'autres méthodes diagnostiques, notamment la PCR par exemple. Il peut y avoir des interférences avec la vaccination, c'est pas clairement démontré chez le chien, mais c'est sûr que dans un contexte où on a une vaccination très récente, par exemple moins de 15 jours, il faut quand même se poser la question et peut-être aller vers d'autres méthodes diagnostiques plus précises. En deuxième lieu, comme je vous disais, c'est la méthode PCR. On va aller rechercher de l'ADN viral dans le sang ou dans les fesses. Donc, c'est une méthode très sensible et spécifique, mais c'est quand même beaucoup moins accessible, notamment en urgence, et beaucoup plus cher. Ça va être intéressant lorsqu'on veut typer le virus. Globalement, nous, on s'en fout de faire ça. Mais surtout lorsqu'on a des tests rapides qui sont négatifs.
et qu'on veut vraiment avoir un diagnostic de parvo, notamment lorsque ce sont des gens qui souhaitent se retourner contre l'éleveur parce que c'est un vice rédhibitoire. On en redira un petit mot à la fin. Mais sinon, en pratique, on fait quand même très peu de PCR. On va pouvoir faire aussi de l'imagerie médicale et notamment des radiographies. Honnêtement, c'est assez peu utile. On n'a pas d'anomalie, souvent, en tout cas au départ. Et puis après, on va surtout avoir des signes d'iléus paralytique qui peut être parfois sévère. Donc l'iléus paralytique à la radio, ça fait une dilatation modérée diffuse des anses digestives par un contenu d'opacité aérique. Et on peut avoir un retard de transit aussi. Honnêtement, pas grand intérêt de la radio. Et puis sinon, on peut aussi aller faire de l'échographie, utile pour exclure également d'autres causes de vomissement, parce que c'est pas parce que c'est un chiot pas vacciné qui vomit qui a la diarrhée que c'est forcément une parvo. Mais bon. Donc, en tout cas, on va pouvoir aller chercher un certain nombre de signes échographiques. Attention, ils sont non pathognomoniques, donc c'est pas spécifique de la parvovirose. Mais de nouveau, on va aller chercher un iléus paralytique avec une absence de péristaltisme. D'ailleurs, j'insiste un petit peu là-dessus en passant parce que c'est un des cas où il y a de la diarrhée, mais il y a un iléus paralytique. Donc, ce n'est pas une diarrhée avec un hyperpéristaltisme. Ça sera important pour les traitements. Il faut vraiment considérer que quasiment tous ces patients parvo, ils sont en iléus paralytique, donc il n'y a plus de transit qui se fait. On va aller rechercher également donc, un amincissement de la muqueuse duodénale et jéjunale, avec une altération de la structure en couche, des érosions de la muqueuse digestive, etc. Et des fois aussi des signes d'intussusception. Voilà un petit peu pour les grandes généralités sur la parvo. Et donc maintenant, on va faire un peu la même chose pour le typhus. C'est très proche comme virus, mais il y a quelques petites subtilités. Donc, on va appeler cette maladie typhus ou panleucopélie féline. Et c'est deux virus qui peuvent être responsables, soit le féline panleucopenia virus, donc le FPV, ou le canine parvovirus, donc le CPV, qui sont tous les deux de la famille des parvovirus. Donc, c'est vraiment la même famille de virus. Et donc, tous les deux, comme tout à l'heure, des petits virus à ADN non enveloppés et qui sont, une fois encore, très stables et très résistants dans le milieu extérieur. Donc, pour vous donner une idée pour le FPV, ça résiste 1 an à température ambiante dans les matières organiques, donc c'est énorme, et 5 à 10 mois dans les sels dans le milieu extérieur, et parfois plus en fonction des conditions météorologiques, etc. Donc, c'est vraiment très difficile de s'en débarrasser. Pour ce qui est de l'épidémiologie, on avait vu tout à l'heure pour la parvo, c'était quand même des animaux plutôt de moins de 10 semaines. Là, c'est jeune animal, voilà, généralement moins de 1 an, et généralement un animal qui va être non ou incomplètement vacciné. De nouveau, on a cette histoire d'immunité maternelle avec les anticorps de la maman, et on considère que le chaton va être protégé en moyenne pendant 2 à 3 mois. Dans les études, a priori, dans la plupart des cas, à partir de 4 mois, c'est sûr, chez aucun chaton, on ne retrouve d'anticorps maternels. On peut avoir des infections qui sont subcliniques chez le jeune, donc voilà, pas forcément de symptômes, et chez l'adulte non vacciné. Donc, on a dit que c'était un virus très contagieux, très résistant, et de nouveau, lui aussi se transmet par contact direct avec des fluides corporels contaminés, et c'est très souvent les selles. Et ce qui est important aussi, on a une transmission in utero qui est possible. Donc, on retrouve un petit peu la même pathogénèse que tout à l'heure, donc avec une exposition au virus, avec une contamination orofécale et une réplication très précoce des 18 à 24 heures post-exposition dans les tissus lymphoïdes de l'oropharynx, thymus et nœuds lymphatiques régionaux. Et la virémie, avec la dissémination du virus, elle intervient généralement entre J2 et J7. De nouveau, une réplication au niveau intestinal. Et entre J2 et J10, on peut avoir des signes cliniques ou pas. On n'a pas forcément de symptômes. Si la contamination se fait en transplacentaire, eh bien, on peut avoir multiplication du virus dans la moelle osseuse des fœtus et dans le cervelet des fœtus, et ça peut continuer jusqu'à 10 jours de vie des nouveau-nés. Et donc, en fonction du moment de la gestation où la femelle va se contaminer et contaminer ses petits, enfin, où il va y avoir une contamination des fœtus, soit ça va donner lieu à un avortement qui peut être précoce, soit des momifications des petits, à des fœtus mort-nés ou à naissance de petits qui vont être bien vivants
mais avec des déficits du système nerveux central qui peuvent être assez marqués. On reviendra dessus juste après. L'excrétion du virus, donc comme tout à l'heure, elle se fait essentiellement dans les selles, même si a priori les autres fluides corporels peuvent également être contaminés et donc contaminants. Elle se fait à partir de J2 post-exposition. Donc c'est pareil, c'est une excrétion qui est très précoce avant le début des signes cliniques. Et généralement, par contre, elle est assez courte, cette excrétion, 1 à 2 jours, mais ça peut aller jusqu'à 6 semaines après la guérison, voire plus. Donc, de nouveau, on voit bien la galère que c'est avec ces virus-là. Les signes cliniques, on retombe un petit peu sur les mêmes choses que tout à l'heure. De l'abattement, là, on a fréquemment une fièvre, avec une fièvre qui peut être parfois assez importante, entre 40 et 41 degrés, une anorexie, des vomissements, des signes de nausée, de l'hypersalivation, et de la diarrhée et douleurs abdominales. Bien souvent aussi, ce sont des animaux qui vont être déshydratés, voire très déshydratés, et en hypovolémie, voire en choc hypovolémique. Petite subtilité, le chat fait plutôt de la bradycardie que de la tachycardie lorsqu'il est en hypovolémie. Moins fréquemment, on peut avoir d'autres signes cliniques, et notamment chez des jeunes, vraiment des jeunes chatons, moins de 2 mois, on peut avoir vraiment une mort subite. C'est-à-dire qu'on était sur une forme où il n'y avait pas trop de symptômes, et d'un coup, l'animal passe en sepsis et en choc septique et va décéder sans qu'on se soit rendu compte de rien. Tout comme tout à l'heure, je vous parlais du CIRS avec le continuum vers le sepsis et la défaillance multiorganique, on peut tout à fait s'y retrouver aussi. Lorsqu'on a des contaminations in utero ou très précoces après la naissance, donc on a dit qu'on pouvait avoir une multiplication du virus au niveau de l'encéphale et essentiellement le cervelet et le cortex. Donc on peut se retrouver avec des hypoplasies du cervelet ou du cortex. Donc là, ça peut donner des troubles neurologiques très variés qui peuvent être très graves. Voilà, ou une hydrocéphalie, ça c'est un petit peu moins courant. Je vous ai mis une photo de à quoi ça ressemble un chaton hydrocéphale. C'est assez rigolo. Et quand on n'en a jamais vu, voilà, c'est un peu bizarre. Et donc voilà, c'est des chatons qui peuvent présenter tout jeunes des troubles neuraux assez importants, des pertes de vision, de l'ataxie, du tournant rond, un peu de tout, des crises convulsives, et qui peuvent bien sûr décéder malheureusement assez vite lorsqu'on est sur ces formes-là. Et on a aussi des atteintes oculaires avec des dysplasies rétiniennes, hypoplasie du nerf optique, etc., etc. Myocardite, comme chez le chiot, on ne sait pas trop. A priori, ça serait quand même possible, étant donné que c'est la même famille de virus. Mais bon, voilà, avec les variants qu'on a actuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. J'ai une petite question. Oui. Sur l'atteinte du système nerveux, est-ce qu'il peut y avoir des paralysies des membres? Honnêtement, je pense qu'il peut y avoir absolument tout, puisqu'en fait, ça va vachement dépendre de l'endroit où tes virus ils vont se répliquer, et ça, tu n'as aucun moyen de le savoir. Donc franchement, je pense que absolument tous les symptômes neuro peuvent être envisagés. Ok. Et du coup, après la guérison, si l'animal guérit, les symptômes neuro, ils disparaissent? En fait, ça va dépendre aussi de quand est-ce que le petit il a été infecté. S'il a été infecté in utero et qu'il y a eu un développement du virus qui a modifié le développement du cervelet ou du cortex, potentiellement, non, il ne va pas récupérer. S'il y a quand même eu un développement cérébral normal et qu'on a une forme neuro qui arrive après et tout, peut-être qu'il va récupérer, mais il y a des cas qui ne récupéreront pas du tout. Ça, Ok, ça marche. Merci. Les anomalies biologiques maintenant qu'on va retrouver, on retombe pareil sur le même type d'anomalies. Donc souvent des leucopénies, on a à peu près 70% des cas, on a une leucopénie. Mais de nouveau, on peut avoir un comptage leucocytaire normal, voire une leucocytose. Dans la moitié des cas à peu près, on se retrouve avec une anémie et ou une thrombopénie. Et on va retrouver aussi les mêmes choses au niveau des anomalies de la bioche et du viono. Et donc, une fois de plus, on n'oublie pas les petits examens qu'on peut faire à domicile, et notamment en priorité, ce que je vous invite à faire sur ces cas-là, c'est quand même au moins lactate et glycémie, parce qu'en urgence pour la stabilisation, c'est vraiment des paramètres qui sont essentiels. Le diagnostic, on retombe sur nos petits snaps de méthode ELISA. Alors, sachant que le chat est infecté par le CPV et par le FPV, qui sont tous les deux des virus de la famille des parvovirus, et avec une immunité croisée, etc., blablabla,
normalement, tous les tests chiens détectent à la fois le FPV et le CPV. Donc, si vous n'avez pas de test chat, il est possible d'utiliser ces tests-là. Il existe quand même des tests chats, donc notamment, par exemple, le bilan diarrhée chat, où on va avoir le FPV qui est recherché dedans. Toujours attention aux faux négatifs, hein, même principe que tout à l'heure, on est sur les mêmes niveaux de sensibilité, spécificité que explicité tout à l'heure. Et là, on a quand même, notamment pour les vaccins chats, un risque de faux positif, qui a été décrit dans certaines études. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, hein, mais il faut quand même se méfier. Là, c'est vraiment dit dans certaines études. Lorsqu'on a une vaccination, qui date de moins de 2 semaines, avec notamment des, virus, des vaccins vivants recombinés, des choses comme ça, là, on peut potentiellement avoir une interférence. De nouveau, sinon on a la méthode PCR qu'on n'utilise pas beaucoup. Voilà un petit peu pour des rappels généraux sur le parvovirus et le typhus. Et maintenant, on va faire une partie plus générale sur tout ce qui va être ensuite prise en charge, pronostic et puis prévention. Donc parlons du traitement qui est la grosse partie aussi de la conf. Et on va commencer avec la fluido. C'est vraiment un des premiers traitements à commencer chez la plupart de ces patients. Pourquoi? Parce qu'ils sont presque tous en CIRS, donc avec un état inflammatoire généralisé. Ça donne comme conséquence une inadéquation entre le contenu et le contenant au niveau sanguin, et donc on a des impacts très rapides sur la volume. On a également chez ces patients des pertes qui peuvent être parfois assez catastrophiques au niveau diarrhée et vomissement. Et puis on a aussi une diminution des apports à cause de la baisse d'appétit. Donc tout ça fait que ils ont des déficits en fluide qui peuvent être parfois assez importants. Donc il faut vraiment faire de la fluido sur ces animaux. Hem, L'objectif de la fluido, c'est quoi? On veut corriger la volémie, s'il y a besoin de la corriger les désordres électrolytiques s'il y en a besoin, et corriger la déshydratation. Choisir pour traiter ces patients. L'idéal, ce qui est recommandé, c'est de choisir. Il me met que ma connexion internet est instable, vous m'entendez toujours? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, super, merci. Donc, on va choisir en premier lieu un cristalloïde isotonique balancé en ion. On va revenir là-dessus. Les autres possibilités qu'on a, ce sont les cristalloïdes hypertoniques et les colloïdes. Et quand on a vraiment des hypovolémies réfractaires, bah, il va falloir passer sur des trucs un peu plus costauds, notamment des vasopresseurs comme la noradrénaline. Et puis on n'oublie pas son petit cierge à Sainte-Rita, sainte patronne des causes désespérées, parce que là, globalement, c'est des patients qui vont mourir en fait, hein. Donc nous, on ne va pas se mettre dans ce cas hyper particulier des patients super lourds qui ont vraiment besoin de soins intensifs. On va rester dans la très grande majorité des cas où on va vouloir utiliser un cristalloïde isotonique balancé en ion. Et donc, qu'est-ce que c'est un cristalloïde isotonique balancé en ion? Pour ceux qui avaient fait la conf fluido en juillet, ça va vous rappeler des bons petits souvenirs. Pour les autres, un petit rappel. Donc, pour choisir son fluide, il faut se pencher sur la composition des différents fluides qu'on a à notre disposition. Et donc, je vous ai remis ici le contenu d'un plasma de chien. Alors, c'est des fourchettes et le chat, c'est globalement assez proche, hein. Donc, on regarde l'osmolarité. Ça nous permet de dire si c'est un isotonique, si l'osmolarité est équivalente, hypotonique lorsque l'osmolarité sera plus faible, et hypertonique lorsque l'osmolarité sera plus élevée. Et puis ensuite, on va avoir les concentrations en sodium, en chlore, en potassium, et des fois, il y a d'autres trucs dans la fluido. Donc, du coup, là, je vous ai mis les compositions des différents fluides auxquels on a accès. Et notamment, nous, on a dit qu'on voulait un cristalloïde isotonique, et après, on a dit balancer en ion. Donc, cristalloïde isotonique, ça veut dire qu'on va avoir une osmolarité qui est proche de celle du plasma, et après, on a effectivement des ions dedans. Petite parenthèse sur le glucose 5, qui a effectivement une osmolarité qui est proche, donc qui pourrait être classée dans les isotoniques, mais en fait qui n'a pas d'ion et qui a seulement du glucose. Donc lui, c'est seulement le glucose qui fait son osmolarité, et donc il faut le considérer comme un hypotonique. Donc, ok, nous, on se met dans la catégorie des cristalloïdes isotoniques.
Et on a dit qu'on en voulait un qui est balancé en ions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut avoir une composition en ions qui est proche de celle du plasma. Et donc, si on regarde la composition du NaCl09, bon, on voit que le sodium, on n'est pas loin au-dessus. Allez, on a un tout petit peu trop concentré en sodium, voilà. Par contre, on est beaucoup, beaucoup trop concentré en chlore et ça va poser vraiment problème à long terme ou sur des gros volumes de fluide. Et en plus de ça, on n'a pas de potassium. Donc, on va vraiment privilégier un fluide qui est proche de la composition du plasma et donc essentiellement le ringer lactate dans les fluides que nous, on a à disposition. En Amérique du Nord, ils en ont d'autres, les plasmalites et les trucs comme ça. Mais nous, on va utiliser plutôt le ringer. Donc maintenant, on a choisi notre fluide, on va s'intéresser à la correction de la volémie. Donc là, admettons que notre patient soit en hypovolémie, qu'est-ce qu'il faut faire? La volémie, on rappelle que ça ne concerne que le secteur vasculaire. Donc ça ne concerne pas les fluides qui sont dans l'interstitium ou en position intracellulaire. Et donc, on va différencier les hypovolémies vraies, où il y a eu une perte de volume vasculaire. Donc ça peut finir par arriver lorsque l'animal a eu beaucoup, beaucoup de pertes. Et puis, les hypovolémies relatives, ce qu'on va appeler un choc distributif, et c'est souvent ça qu'on va avoir, nous, en urgence, c'est-à-dire il n'y a pas eu de perte de volume sanguin, mais il y a eu une inadéquation entre le contenant et le contenu. Donc, la première chose, c'est de savoir est-ce que notre patient, il est en hypovolémie ou pas. Donc, pour ça, on a une évaluation clinique de la volémie. Ça, c'est très important et tout le monde est capable de faire ça, que ce soit à domicile ou en clinique. On va aller regarder nos paramètres cliniques de la volémie. Il faut vraiment ça les connaître sur le bout des doigts. Il y en a 6. Il faut toujours les évaluer. C'est hyper important. Et puis, je vous ai remis ici le petit tableau de comment est-ce que ça va bouger ces paramètres en fonction de si c'est un choc débutant, modéré ou sévère. Donc comme ça vous permet de voir un petit peu les choses qu'on va aller rechercher lors de la recherche des paramètres cliniques de la volémie. Donc globalement, c'est un animal pour le chien qui va devenir tachycarde avec un pouls faible, les muqueuses qui vont pâlir, le tercé qui va s'allonger, il va devenir de plus en plus froid et l'état de vigilance va baisser. Donc, une fois qu'on a vu que notre animal on a évalué ses paramètres cliniques, on peut aussi faire une évaluation paraclinique de la volémie. Et notamment, on peut utiliser les paramètres que je vous ai mis là. Alors, bien sûr, ils ne sont pas tous forcément accessibles d'emblée, notamment à domicile. Mais n'oubliez pas que là-dedans, il y en a 2 que vous pouvez mesurer à domicile. Et il y en a un surtout qui est vraiment utile, c'est les lactates. Donc, je vous en redis un petit mot ici. Fusion et l'aggravation de l'hyperlactatémie. Donc ça, Arnaud me dit qu'il n'entend plus rien. Est-ce que vous... Ah, c'est bon, super. Tout le monde m'entend? Oups, ok, bon, merci d'avoir dit stop. Donc voilà, on a une relation linéaire entre l'aggravation de l'hypoperfusion et l'hyperlactatémie. Donc ça, c'est vraiment intéressant, ça vous permet de savoir un petit peu où vous en êtes et de grader la sévérité de votre hyperlactatémie et donc de votre hypoperfusion. Donc l'objectif de cette fluido lorsqu'on veut hypovolémie, ça s'appelle faire une réanimation liquidienne. On va vouloir améliorer les paramètres de la volémie, restaurer la pression artérielle et améliorer, voire normaliser la lactatémie. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que mon patient est en hypovolémie? Donc, je fais l'évaluation clinique, je fais l'évaluation paraclinique. Si oui, eh bien, il a besoin d'une réanimation liquidienne. Comme on a dit que ça concernait uniquement le secteur vasculaire, il va falloir apporter ces fluides par voie intraveineuse, c'est impératif. Vous ne pourrez jamais résoudre une hypovolémie en faisant de la fluido sous-cute. Il vous faut une voie veineuse ou éventuellement, pour les cas un peu désespérés, une voie intra-osseuse. Mais bon, là, ça part mal déjà. Les principes de la réanimation liquidienne. On va réaliser un bolus de fluide, c'est-à-dire une quantité relativement importante en un temps relativement court, et on va réévaluer les paramètres cliniques et paracliniques de la volémie. Est-ce que ça s'est normalisé ou pas? Ça s'est normalisé, parfait, j'ai bien bossé. Ça s'est pas normalisé, je recommence mon bolus. Normalement,
avec 1, 2 bolus max, on est bon. Quand on commence à devoir faire 3 bolus et qu'au bout de 3 bolus, c'est toujours pas bon, c'est qu'a priori, il y a un problème, on est vraiment sur une hypovolémie réfractaire. Des fois, on peut être amené à utiliser là-dedans un bolus d'hypertonique aussi. Donc, le protocole pour les bolus qu'on va utiliser lorsque on fait de la réanimation liquidienne, ça va être ceux que je vous ai remis ici. Donc, généralement, on va utiliser un volume de 10 ml par kilo chez le chien. On va perfuser en 10 à 15 minutes et plutôt 5 chez le chat en 10 à 15 minutes. Le chat est toujours beaucoup plus sensible au fluide que le chien, donc il faut faire toujours un petit peu plus attention chez le chat. Et si jamais on devait utiliser des hypertoniques, on ferait plutôt entre 3 et 5 ml kilo sur 15 minutes. Donc voilà, on fait ses bolus et on réévalue. Ça, c'était pour ce qui concernait la volémie. Si maintenant on s'intéresse à la déshydratation, donc là, ça concerne plus du tout le secteur vasculaire, ça concerne les secteurs intracellulaires et interstitiels, donc vraiment les autres secteurs. Et donc, déshydratation, ça n'est pas égal à hypovolémie, ça c'est très important. C'est des secteurs différents. Et vous pouvez avoir un animal qui est normalement hydraté, normal en volémie, qui est déshydraté, normal en volémie, bien hydraté en hypovolémie ou déshydraté hypovolémique. Il y a tout qui est possible. Il ne faut vraiment pas confondre ces deux choses-là. Et donc, comment est-ce qu'on évalue l'état d'hydratation du patient? Je vous ai remis ici les symptômes parce qu'il y a vraiment énormément de gens qui, voilà, dans la rapidité, vont confondre un petit peu les paramètres entre volémie et état d'hydratation. Or, ce n'est pas du tout la même prise en charge. Donc, en dessous de 5%, on n'est pas bon, on ne sait pas reconnaître cliniquement une déshydratation. À partir de 5%, on va avoir des muqueuses qui vont être collantes. À partir de 6%, on a une perte d'élasticité cutanée, donc quand on fait le pli de peau, et les muqueuses qui deviennent sèches. À partir de 8%, on a une énophthalmie. À partir de 10%, un pli de peau persistant, une cornée terne et des symptômes d'hypovolémie. Donc même si au départ, ça ne concernait pas les mêmes secteurs, au bout d'un moment, quand il manque trop de fluide dans l'organisme, comme tous les fluides, ils se rééquilibrent en permanence, eh ben, il va quand même y avoir une atteinte sur la volémie. Et au-delà de 12%, on est dead globalement. Attention, petite précision par rapport à l'énophthalmie. Bon là, ça sort du cadre de la parvo et du typhus qui concerne surtout des jeunes animaux, mais bien que lorsqu'on a un animal qui est très maigre, qui est cachectique, déjà, on peut se faire avoir sur le pli de peau, parce qu'à cause de la maigreur, on a vraiment une perte d'élasticité cutanée. Et en plus de ça, le coussinet graisseux qui est à l'arrière de l'œil va avoir tendance à fondre. Et donc, c'est des animaux qui vont présenter une énophthalmie parce qu'ils sont vraiment très, très maigres. Donc, attention, chez les animaux très maigres et ou cachectiques, il est difficile d'évaluer l'état d'hydratation. Alors, est-ce que mon patient est déshydraté? Si oui, eh bien, je vais devoir corriger cette déshydratation par fluido sur 6 à 24 heures. Pas pratique pour le domicile, on va y revenir juste après. Comment est-ce qu'on doit corriger ce manque de fluide? Eh bien, on peut, si on le souhaite, s'aider par un calcul des besoins en fluide. Et pour ça, donc, il va y avoir à la fois les déficits en fluide, c'est-à-dire à l'instant T où j'examine mon animal, qu'est-ce qui lui manque? Donc, c'est le poids de l'animal multiplié par le pourcentage de déshydratation. Et ça donne immédiatement le volume à remplacer. Après, on va compter que si on le met sous fluide, par exemple, dans une clinique, il y a les besoins d'entretien, notamment chez des animaux qui ne mangent pas. Ils vont être estimés à peu près 2 ml par kilo par heure. Attention, chez les patients pédiatriques, c'est 3 ml kilo heure. Ou sinon, vous avez la formule le poids à la puissance 0,75 x 70. Et puis ensuite, il va aussi, et ça c'est très important chez nos patients parvotyphus, il va falloir rajouter les pertes, vomissements ou diarrhée, parce qu'il peut y avoir des pertes de fluide qui sont très importantes sur ces patients-là. Alors, c'est pas toujours facile à estimer. Des fois, on peut peser les à l'aise, des trucs comme ça. Mais enfin bon, sinon, on va considérer à peu près entre 2 et 4 ml kilo par épisode. Je vous ai mis ici un exemple de calcul pour que ça paraisse un petit peu moins obscur. On prend l'exemple de ce chien qui fait 15 kg, qui est déshydraté à 7% et qui a des pertes par vomissement qui ont été estimées à 50 ml sur 24 heures. Donc, son déficit en fluide, ce qui lui manque là à l'instant T, le poids fois le pourcentage de déshydratation, il lui manque 1 litre. Ok. Donc déjà, pour juste corriger sa déshydratation, il faudrait lui filer d'un coup 1 litre.
Ensuite, il a ses besoins d'entretien, 2 ml kilo-heure, donc 30 ml par heure. Et puis, on a dit qu'il avait eu des pertes à peu près estimées à 50 ml sur 24 heures, donc ça fait à peu près 2 ml heure. Et ensuite, lorsqu'on veut vraiment corriger une déshydratation, eh bien, on choisit sur combien de temps on va vouloir corriger cette déshydratation. Admettons qu'on veuille la corriger sur 12 heures, c'est donc la formule que vous avez juste ici. Eh bien, on va faire là ses pertes, enfin son déficit en fluide divisé par 12 heures, ça nous fait 88 ml heure, auquel on rajoute ses besoins d'entretien plus les pertes, et on arrive à un débit à régler sur la petite molette, sur la pompe à perf ou quoi que ce soit, de 120 ml heure. Si on voulait faire une correction plus lente sur 24 heures, eh bien, même topo, et on arriverait à un débit à régler à 76 ml heure. Alors, c'est bien joli tout ça, c'est bien pour tous ceux qui ont la chance de travailler en clinique. Pour le domicile, c'est une intervention qui est ponctuelle. Vous n'allez pas attendre 24 heures de passer votre petite poche de perf à votre animal. Donc, c'est très difficile à domicile d'être efficace dans la correction d'une déshydratation. Donc, ça peut se faire partiellement pour une déshydratation qui est discrète. À partir du moment où vous dépassez 6% de déshydratation, très franchement, on n'est pas assez efficace à domicile. Donc, qu'est-ce qu'on peut envisager de faire à domicile? On peut faire de la réhydratation sous-cutanée. C'est facile, c'est rapide, il n'y a pas beaucoup de matériel, pas de contention, etc. Mais ce n'est pas toujours très efficace. Il faut minimum 30 minutes pour que le tout début du fluide commence à être absorbé, patati patata, donc voilà. Et on ne peut pas non plus mettre des volumes astronomiques. Donc sur un animal qui est très très déshydraté, on ne peut pas lui foutre 3 litres sous la peau chez un chat, hein. On pourrait se dire, je fais des bolus de fluide en IV. C'est rapide, c'est efficace. Par contre, il faut un cathéter. Et ça, c'est pas très adapté, on a dit, pour la déshydratation, qui va concerner les secteurs interstitiels et intracellulaires. Alors que là, en donnant du fluide en IV, c'est bien pour la volémie. Mais voilà, s'il est normal en volémie, on va peut-être juste le mettre en surcharge, alors qu'il va rester déshydraté. Donc, pas top. Est-ce qu'on peut faire les deux? On peut faire les deux. Donner un petit bolus en IV, on va plutôt taper sur des doses un peu faibles si la volémie est normale, plus perfuser en sous-cute. Et après, il y a aussi d'autres voies d'administration possibles. Ça peut être la voie orale, ça peut être la voie intrapéritonéale chez des très jeunes animaux, ça peut être la voie intrarectale, pas très adaptée lorsqu'on a des troubles digestifs importants. Ce qui est important, c'est que il faut vraiment pas hésiter à référer pour hospitalisation lorsque vous avez un animal qui est fortement déshydraté, parce que c'est vraiment un motif à rester sous perf pendant un temps qui va durer plusieurs heures. Donc, à domicile, vous commencez bien sûr toujours la prise en charge, vous faites toute la stabilisation que vous pouvez, mais si vous savez que vous ne serez pas suffisamment efficace, il faut proposer aux gens d'hospitaliser. Ils ne veulent pas, ça les regarde, mais vous aurez proposé. On va passer à la suite des traitements, et donc là, on va parler un petit peu des traitements symptomatiques digestifs, qui évidemment vont être très importants sur ce type de maladie. Et on va commencer avec les antiémétiques, et on va commencer avec notre ami le maropitant, donc Prévomax ou Cerenia, généralement les noms commerciaux qu'on a à disposition, qui est une molécule qui est utilisée dans la prévention et traitement des vomissements et de la nausée, avec une action analgésique digestive supposé, on ne sait pas trop. Dans les dernières études, c'est pas très clair. Il se pourrait que, mais c'est pas vraiment sûr et certain. En tout cas, c'est vraiment un antiémétique puissant qui a une action directe sur le centre du vomissement au niveau du système nerveux central, donc qui est vraiment très intéressant pour ça et qui soulage vraiment bien aussi les nausées, parce que c'est des animaux, même quand ils ne vomissent pas, du fait de l'inflammation du tube digestif, qui vont être extrêmement nauséeux, qui peuvent baver beaucoup, etc. Il n'y a pas beaucoup de contre-indications, donc la plupart des patients peuvent avoir du maropitant. Et puis la poso, bon, tout le monde connaît, 1 mg kilo IV ou sous-cute, donc ça fait 1 ml pour 10 kg. Lorsqu'on donne du Péros, et notamment lorsqu'on vient vraiment essayer de jouer sur les nausées, on peut monter un peu les posologies. Chez le jeune, la question se pose parce que c'est vrai qu'on a souvent, pour la parvotyphus, des patients qui sont assez jeunes, voire très jeunes. Dans les RCP du médicament, on voit qu'il est noté que l'innocuité n'a pas été établie chez les chiots de moins de 8 semaines et chez les chatons de moins de 16 semaines. Oui, certes, mais en même temps, ils ne font jamais ce type d'études, donc ils préfèrent se couvrir et mettre que, voilà, innocuité non établie. Et il y a des études une étude qui aurait démontré qu'il
pouvait y avoir une hypoplasie au niveau médulaire chez des chiots de moins de 10 semaines, mais en fait, c'est des chiots qui avaient plusieurs maladies concomitantes, dont certaines qui pouvaient faire des atteintes au niveau de la moelle. Donc finalement, on n'est pas vraiment bien sûr que ce soit la faute du maropitant. Donc globalement, si possible, on essaye quand même d'utiliser ce médicament qui va être très très utile pour stopper les vomissements. On peut également utiliser le métoclopramide pour la prévention et le traitement des vomissements par action prokinétique sur l'estomac et l'intestin grêle. Ça, c'est très, très intéressant chez ces patients-là. Pourquoi? Rappelez-vous, on a dit qu'ils sont presque tous en iléus paralytique, donc il n'y a plus de péristaltisme, notamment au niveau des intestins, et donc il est super important de faire reprendre ce péristaltisme, et c'est pour ça qu'un prokinétique va être très indiqué sur ces situations-là. Donc, faut vraiment pas hésiter à utiliser le métoclopramide chez des patients parvotyphus, et on peut tout à fait l'utiliser en association avec le maropitant. Ils n'ont pas les mêmes actions. Attention par contre, normalement, il ne faut pas l'utiliser lorsqu'on a une obstruction digestive ou une perforation digestive simplement avérée ou possible. Donc, il y a des fois, on va se retrouver avec un jeune chiot qui vomit. On ne sait pas trop, est-ce que c'est infectieux, est-ce qu'il peut avoir un corps étranger, est-ce que machin, est-ce que truc. Là, peut-être que ça ne sera pas forcément indiqué d'en faire à l'aveugle. Il vaudra mieux avancer sur le diagnostic avant de se lancer dans du métoclopramide. Donc, dans ces cas-là, privilégiez uniquement le maropitant où vous prendrez moins de risques. Et puis, je vous ai remis la posologie en bas où on peut faire en injectable ou Péros 2 à 3 fois par jour. Et on peut aussi le mettre en perfusion continue. Donc ça, lorsqu'on hospitalise des patients parvo ou typhus avec un gros iléus paralytique, il est recommandé d'en mettre en perfusion continue. Donc CRI pour Constant Rate Infusion. La poso classique, c'est 1 mg par kilo par jour, voire 2, mais en fait, on peut monter jusqu'à 3 ou 4 sans avoir d'effets extra-pyramidaux tellement importants. Donc des fois, il y a vraiment besoin de ça pour essayer de relancer le transit. Je vous ai remis aussi un petit tableau ici qui est extrait du Silverstein, donc le bouquin de REF en urgence soins intensifs, avec d'autres molécules et notamment l'ondansetron qu'on a ici, parce que c'est un médicament d'humaine qui est utilisé dans la prévention et le traitement des nausées et vomissements dans les cas de chimiothérapie en humaine. Donc c'est vraiment un truc assez costaud et ça peut être utilisé toujours en association avec les autres, aussi chez le chien. Je sais qu'Agathe, vous en avez déjà parlé dans d'autres présentations. Les antiacides maintenant. Eh bien, il n'y a actuellement pas de recommandation en ce qui concerne l'utilisation des antiacides pour l'indication des gastro-entérites infectieuses type parvo-typhus. Donc, c'est laissé à la discrétion du clinicien. Dans tous les cas, si vous choisissez d'en utiliser, il est recommandé maintenant, depuis la sortie du dernier consensus ACVIM, je crois que c'est en 2018 de mémoire, d'utiliser plutôt des inhibiteurs de la pompe à protons par rapport aux anti-H2, donc type ranitidine, famotidine, etc. Donc, on va utiliser plutôt les IPP. Donc, oméprazole, pantoprazole, c'est ceux-là qui sont les plus efficaces, ou ésoméprazole aussi, ça marche. Leur indication au départ, c'est prévention et traitement des gastrites, œsophagites, ulcères et reflux. Donc voilà, c'est laissé à votre discrétion si vous voulez en utiliser. Très bien, c'est pas ça qui va faire du mal a priori à la bestiole, donc pourquoi pas. Et les posologies recommandées actuellement, que ce soit Péros ou IV, ça va être entre 0,8 et 1 mg par kilo 2 fois par jour. Autre traitement digestif très important, ça va être tout ce qui va être pansement digestif. Et notamment, on va pouvoir utiliser le sucralfate qui est utilisé donc, pour la prévention et le traitement des érosions et ulcères digestifs et qui agit vraiment d'un bout à l'autre du tube digestif. Et si on se rappelle de la pathogénie de ces virus, on se rappelle qu'ils vont décaper la muqueuse intestinale, vraiment décaper les villosités. Et donc, oui, ça saigne et ça rabote l'intérieur du tube digestif. Donc là, c'est vraiment très indiqué de venir donner du sucralfate. Le sucralfate va venir former un complexe protéique sur les muqueuses endommagées. Et donc là, on peut donner à peu près 1 gramme pour 10 kg 3 fois par jour. Et sur des gros gabarits, on va s'arrêter à 2-3 sachets. On ne va pas donner 8 sachets de sucralfate. Donc vraiment, on n'hésite pas pour le sucralfate. Attention, tout ce qui est pansement, c'est à donner à distance des autres traitements par voie orale.
Et puis, on a aussi, bien sûr, la smectite pour le traitement symptomatique des diarrhées. L'avantage du smecta par rapport au kaolin, donc ce qu'on appelle, le nom commercial, c'est le procolin, non, le kaopectate, pardon, je vous dis n'importe quoi. Le kaopectate, c'est les grosses bouteilles là, blanches, le kaopectate va ralentir le transit. On est déjà sur un animal qui a un transit extrêmement ralenti avec cette ileus paralytique. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier la smectite qui ne ralentit pas le transit et qui va simplement apporter de la consistance au sel pour éviter qu'il y ait trop de perte d'eau. Donc, pareil, il n'y a pas de problème. On peut utiliser le smecta et on va faire entre 1,5 et 2 sachets par voie orale 3 fois par jour, toujours à distance des autres traitements Péros. Voilà pour les traitements digestifs. Je ne mets pas évidemment là-dedans tout ce qui va être antispasmodique, donc Prifinial, scopolamine, ce genre de choses, parce que ce sont des antispasmodiques. Or, on est déjà sur un ileus paralytique, donc on ne veut surtout pas rajouter des problèmes aux problèmes. Donc, c'est contre-indiqué d'aller faire des antispasmodiques sur ce type de pathologie. Maintenant, on va pouvoir voir tout ce qui est analgésique. Donc, ce sont des maladies qui font mal au ventre. Et généralement, on va avoir des douleurs qui sont modérées à sévères dans la plupart des cas. Et salut Arnaud, pas de souci si tu dois quitter la conf. Donc, ce sont des molécules qu'on va pouvoir utiliser dans la plupart des cas, donc celles que je vous ai mises ici. Alors, évidemment, les opioïdes. L'abupré, souvent, va être intéressante de par son action qui est quand même suffisante dans la plupart des cas et qui est assez longue aussi, donc c'est intéressant par rapport à ça. Lorsqu'on a des douleurs très importantes, notamment chez un animal hospitalisé, où on peut avoir un rythme d'administration plus important, on peut aller vers la méthadone. Et puis d'autres molécules qui peuvent être intéressantes, c'est notamment la lidocaïne, qu'on va faire en perfusion continue, donc là c'est en hospitalisation, puisque la lidocaïne a une bonne valence analgésique viscérale, et puis la kétamine qui peut être intéressante aussi. Donc ça c'est en hospice, donc à domicile on va plutôt aller sur un opioïde. En tout cas, il ne faut pas aller sur, si possible, de la morphine parce qu'on sait que ça provoque de la constipation, ça provoque un ralentissement majeur du transit. Alors là, on est déjà dans un contexte de probable ileus paralytique, donc plutôt pas de morphine. Les autres opioïdes ont assez peu cet effet-là. Donc, il vaut mieux utiliser un opioïde, même s'il peut avoir une toute petite ralentissement du transit, mais que l'animal soit confortable, plutôt que rien du tout. Et en tout cas, ce qui est très important, c'est que les AIS et AINS vont être vraiment contre-indiqués sur ces animaux-là, puisqu'on sait que dans leurs effets indésirables, eh bien, ils provoquent des ulcérations du tube digestif. Or, on est déjà sur un intestin qui a été complètement décapé, donc surtout pas d'AIS ou d'AINS sur ces animaux. On arrive maintenant au moment... Excuse-moi, j'ai une petite Ah question. oui, vas-y Aurèle. Du coup, on gère comment une fièvre sur un animal comme ça? Vu qu'on peut pas faire Restocélan et on peut pas faire d'anti-inflammatoire. Alors, ben, le mieux, ça va être de l'hospitaliser et de le foutre sous fluide. Généralement, Ok, c'est ça. Ensuite, ok. si tu as une fièvre qui est inférieure à 41 degrés, elle n'a pas Ouais. forcément besoin d'être traitée, en fait. La fièvre, si tu as l'occasion, je ne sais pas si tu avais pu voir, euh, j'ai mangé son nom, de Vétoadom qui a fait une belle présentation dessus. Agathe, voilà, je vais revenir. Agathe a fait, non, c'était pas Agathe, je sais plus. Quelqu'un a fait une belle présentation sur l'hyperthermie et la fièvre. Donc, c'était intéressant justement de reprendre un petit peu tous ces processus-là. Et c'est vraiment un mécanisme protecteur, la fièvre. C'est une réponse de l'organisme, voilà, à un truc qui est en train de se passer. Et donc, ça peut quand même être bénéfique. Au-delà d'une certaine valeur, bah, oui, c'est délétère. Et notamment au-dessus de 41 degrés, là où on est en train de cuire ses protéines. Donc là, il y aurait vraiment un intérêt à vouloir absolument baisser cette fièvre. Mais si, voilà, tu as je sais pas, l'animal, il est à 39,5, 40, et que de toute façon, tu lui fais tous ses autres soins et tout, bah, c'est pas grave, en fait. Mais la fluido va souvent bien aider à baisser la fièvre quand même. Mais en tout cas, pour répondre très franchement à ta question, Adom, ben voilà, sauf si tu as vraiment une fièvre qui est dramatique, où tu sens qu'il y a impérativement besoin de la baisser, mais dans ce cas-là, il y a sûrement quand même une couille dans le pâté. Cet animal, il va pas falloir le laisser à domicile. Sinon, si tu as une petite fièvre, et ben tant pis, suivi de la température et on voit.
Mais je Ok, te merci beaucoup. recommanderais pas forcément justement de te lancer dans un antipyrétique ou un truc comme ça. Ouais, c'est après une fois de plus, hein, moi ce que je vous dis, c'est voilà, les choses. Je ne vis pas la science infuse non plus, et puis c'est toujours laissé à votre discrétion, à l'instant T, sur cet animal que vous êtes en train de voir, de juger quel est le bénéfice-risque par rapport à est-ce qu'il a juste vomi une fois ou est-ce qu'il se vide par les deux bouts. Là, enfin voilà, on a quand même aussi des niveaux de gravité qui peuvent être tout à fait différents. Ça marche, merci. Alors, du coup, on va parler antibiotiques. Et comme tout le monde le sait, les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais quand même, des fois, sur ces maladies-là, il va falloir les envisager, notamment lorsque on a une infection bactérienne avérée. Alors ça, c'est pas évident de savoir quand on a un chien parvo ou un chat typhus que là, actuellement, il a une infection bactérienne avérée. Mais c'est surtout, on va vouloir l'utiliser en préventif slash curatif, on ne sait pas trop, lorsqu'on a des animaux qui sont très neutropéniques. Et généralement, on va laisser les antibiotiques jusqu'à normalisation de la numération blanche. Attention, ça peut être très rapide. Des fois, en 24-48 heures, on a normalisation de la numération blanche. Dans ce cas-là, il est plutôt recommandé de ne pas poursuivre les antibiotiques pendant 15 jours. Hein. Il faut essayer d'arrêter si on peut. Et quelles molécules on va utiliser? Plutôt des antibiotiques large spectre. Et nous, en France, par rapport à notre réglementation, on va utiliser un premier, ce qui va être amoxiclave, ampicilline sulbactam. C'est sûr que si on regarde dans les bouquins de référence aux États-Unis, ils vont vite taper sur des céphalosporines, sur de l'enrofloxacine, sur des trucs un peu, voilà. Mais bon, nous, il faut quand même qu'on fasse gaffe par rapport à tout ça. Alors, à moins que vous ayez vraiment un animal qui soit en choc septique, où il va claquer et tout, et dans ces cas-là, vous avez le droit d'utiliser des antibiotiques critiques. Mais sinon, on va rester gentiment sur nos trucs de base. Par contre, attention à la posologie. Si vous regardez les RCP, vous trouvez souvent des posos de 10 à 12,5 mg par kilo. Attention, hein, là, il faut quand même, si on décide de les taper parce qu'il y a un risque de passage en sepsis ou je sais pas quoi, il ne faut pas faire des doses à moitié. On n'est pas en train de faire des trucs de l'homéopathie, là. Il nous faut vraiment des antibiotiques. Donc, on va plutôt favoriser des doses qui vont démarrer à 20 mg kilo et qui peuvent monter jusqu'à 40. Pour rappel, notamment si vous faites une antibiothérapie IV, ce sont des antibiotiques souvent qui vont être liposolubles et qui vont aller se distribuer donc, dans le volume circulant. Et donc, comme c'est des animaux chez qui souvent on va les faire pas mal de perfs, etc., bah, il faut quand même augmenter en conséquence la quantité d'antibiotiques administrés. Voilà pour les antibiotiques. Et puis après, on va retrouver encore quelques autres pistes de traitement. Notamment, c'est souvent des animaux qui vont être en hypokaliémie. Et cette hypokaliémie, elle est vraiment délétère pour le patient. Elle conduit, entre autres, parce qu'il y a encore plein d'autres effets de l'hypokaliémie, mais à une faiblesse généralisée, vraiment un état général dégradé. Ça peut aggraver ou engendrer un iléus et ça peut donner des anomalies cardiaques et respiratoires. Donc, il ne faut pas laisser un animal en hypokaliémie. Alors, bien sûr, à la maison, on est d'accord, vous n'avez pas le yono, mais c'est pas grave parce que peut-être vous travaillez dans une clinique à côté et rien ne vous empêche, si vous voyez un animal tout faiblard, qui a beaucoup vomi, qui ne mange plus, nanani, de mettre une ligne dans votre compte rendu en disant que vous recommandez un yono. Donc, si on a une hypokaliémie, eh bien, il va falloir la corriger. Même si on n'a pas d'hypokaliémie, il ne faut pas hésiter à normocomplémenter, comme on dit, la fluidothérapie, donc à faire un apport en potassium au niveau de la perf. Et il faut bien suivre cette kaliémie. Un contrôle journalier est recommandé. Lorsqu'on a vraiment des hypokaliémies importantes et qu'on fait des grosses complémentations, on peut se permettre de contrôler plus souvent pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et puis, si ça vous intéresse, je vous ai remis ici le petit tableau de complémentation en potassium à mettre dans les perfs. Vous avez dans l'encadré rouge ici le volume directement en ml de chlorure de potassium 10% que vous pouvez retirer de votre poche et ajouter dans votre poche. Donc la normocomplémentation, c'est celle que vous avez ici, à 20 milliequivalents par litre. C'est un petit peu moins dans du ringère, parce que rappelez-vous que le ringère contient un petit peu de potassium par rapport au NaCl. Donc même sur un animal qui a une kaliémie qui est normale au moment où on l'admet, on peut tout à fait anticiper et le normocomplémenter en potassium, donc ce qui représente par exemple 3 ml de chlorure de potassium dans une poche de 250 ml de ringère. Attention, il y a des débits max
à respecter qui sont juste ici. Et parce qu'il ne faut pas apporter trop de potassium d'un coup, sinon vous savez tous très bien que le potassium est cardiotoxique, donc on va faire des bêtises. Donc attention à ne pas apporter des débits de fluido trop importants, et notamment on ne fait jamais, jamais, jamais de bolus avec un fluide qui a été complémenté en potassium. Ça, c'est vraiment pour les fluides d'entretien. Également, on va vouloir complémenter en glucose lorsqu'on a une hypoglycémie. C'est une complication qui est fréquente et qui peut être sévère, surtout chez les très jeunes animaux et surtout chez les races toy, avec des signes cliniques que vous connaissez bien, faiblesse, hypovigilance, ataxie, perte de vision, crise convulsive, blablabla. Et à partir du moment où la glycémie elle descend en dessous de 0,6 g par litre, on considère quand même là il faudrait essayer de faire quelque chose pour la faire remonter. Donc, l'objectif du traitement en urgence de l'hypoglycémie, ça va surtout être de résoudre les signes cliniques sans forcément revenir à une glycémie complètement normale tout de suite, mais déjà, on veut sortir de l'état d'urgence et parce qu'on sait qu'il peut y avoir des dommages irréversibles lorsque l'hypoglycémie elle est prolongée. Et puis, si on a vraiment une hypoglycémie sans aucun symptôme associé, on peut proposer des petits repas. Donc justement, en urgence, si j'ai pas de cathéter, j'ai vraiment un animal qui est symptomatique de son hypoglycémie. Il peut manger, tant mieux, je lui propose à manger. Si on se met dans le contexte d'un chiot ou d'un chaton parvo ou typhus, alors souvent, vous pouvez toujours courir pour essayer de les faire manger. Là, ils vont rien manger du tout. Donc si on n'a pas de cathéter, on peut tartiner sur les gencives un petit peu de miel ou de G30 pour pouvoir essayer de faire remonter rapidement la glycémie. Et puis, le plus efficace, c'est de passer un bolus de glucose en intraveineux avec, attention, j'insiste bien, du G30 et pas du G5, n'est-ce pas? J'en ai déjà parlé plein de fois, mais bon, c'est pas grave. Donc attention, le G30 est très hypertonique par contre. Donc il faut toujours le diluer de moitié avec du NaCl 0,9 et on le fait en nivellante sur une quinzaine de minutes. Et puis après, sur des animaux qui sont très petits, qui ne mangent pas du tout, etc., il ne faut pas hésiter à complémenter la perf en glucose à 5%. C'est différent d'utiliser une poche de G5. Là, je parle bien de rajouter du glucose 30 dans une poche de ringère, par exemple. C'est pas du tout pareil. Et donc, pour aller plus vite, pour retenir, parce que voilà, il faut tout refaire les calculs à chaque fois, c'est un peu pénible, vous pouvez retenir qu'on met 1 ml kg de G30 pour faire un bolus de glucose. Donc ça correspond à un bolus de 0,3 g par kilo. Donc c'est déjà un bolus qui est intéressant. Vous savez que vous pouvez le refaire 2 fois, 3 fois si nécessaire, il n'y a pas de souci. Et puis, lorsqu'on veut complémenter une poche en glucose à 5%, eh bien, dans n'importe quelle poche, là on a dit qu'on utilisait plutôt du ringère, on va retirer 40 ml et mettre 40 ml de G30. Et ça nous fait une poche complémentaire en glucose à 5%. Autre traitement, les antiparasitaires, il y a des co-infections très fréquentes avec d'autres virus, notamment les coronas, et avec tout un tas de parasites, et notamment de helminths. Donc, on va faire une vermifugation large spectre. Souvent, on va recommander d'utiliser le fenbendazole. Donc là, on va faire 50 mg kilo une fois par jour pendant 3 jours consécutifs. Après, on peut aussi faire voilà, d'autres trucs classiques, mibimycine, oxime, praziquantel, imidacloprid, etc. Mais ça peut être bien d'avoir le fenbendazole. Des fois, ils ont aussi des trucs pénibles, genre Giarda ou des trucs comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à bien vermifuger ces animaux. Autre axe du traitement, la réalimentation. Alors là, ce n'est pas toujours, on va dire, très facile parce que nous, on intervient en urgence, mais il y a des choses quand même qu'on peut faire, il y a des recommandations qu'on peut donner aux gens, et puis il y a un certain nombre d'entre nous qui travaillent aussi ou exclusivement en clinique. Donc ça, c'est important par rapport à ça. Donc, ce qui est très important pour la réalimentation pour ces patients parvotyphus, c'est qu'il ne faut pas attendre l'arrêt des vomissements et la reprise d'un appétit spontané pour réalimenter. C'est ultra, ultra important d'avoir une nutrition entérale, donc c'est-à-dire par la bouche, précoce. Ça a vraiment été montré que c'était associé à une amélioration de la symptomatologie et à une guérison plus rapide. Et il se pourrait aussi que ça améliore la fonction de la barrière intestinale, donc que ça limite le risque de translocation bactérienne ou le passage d'endotoxines et donc le risque de passage vers un sepsis lorsque notre animal est déjà en cirrhose. Concrètement, comment est-ce qu'on va procéder ? Soit l'animal il mange spontanément très bien, si ce n'est pas le cas,
il faut précocement sur ces animaux poser des sondes de réalimentation, donc soit une naso-œsophagienne ou nasogastrique, donc comme sur ce petit chien-là, soit une sonde œsophagostomie comme le chat en bas. Si on a mis la sonde en position gastrique, ça nous permet d'aspirer le reflux, entre guillemets, c'est pas du reflux, c'est le contenu qui stagne dans l'estomac. Comme on a dit qu'il y avait un iléus paralytique sévère, souvent il y a parfois des assez gros volumes de fluide de fluide, de nourriture, un peu tout, qui vont stagner dans l'estomac, qui rendent l'animal très inconfortable, très nauséeux. Donc ça nous permet de l'aspirer avant de réalimenter. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut vraiment fractionner les repas, faire des tout petits repas et fréquents. Et si jamais on constate pendant qu'on réalimente qu'il y a des signes de nausée ou des vomissements, et ben on s'arrête pour cette fois, on reprendra la fois d'après. Il est aussi possible de passer avec des perfusions continues d'aliments. Donc, si vous avez des aliments liquides, vous les mettez dans une seringue avec une tubulure et vous les faites pousser au pouce-seringue sur plusieurs heures. Ça peut être une solution intéressante lorsque vous avez des animaux qui ne supportent pas un gros volume d'aliments. Salut Myriam, j'ai vu que tu devais partir aussi. On peut donc calculer les besoins énergétiques journaliers de nos patients. Donc, 70 fois le poids vif à la puissance 0,75. Et on sait que sur ces patients qui sont pédiatriques, qui sont très malades, qui ont un métabolisme élevé, des pertes, etc., qui sont souvent en hypoprotéinémie, qui sont très maigres, blablabla, il ne faut pas hésiter à dépasser ces besoins énergétiques journaliers de 25 à 50%, à condition, bien sûr, que ce soit toléré par l'animal, parce que ça implique forcément d'augmenter considérablement les volumes de réalimentation. Et on va privilégier un aliment hyper digestible, riche en calories. Donc, le top, sans faire de pub, c'est le High Energy de Royal Canin. L'avantage, c'est qu'il est plus concentré, il fait 1,5 kcal par ml. Donc ça, pour le chien, c'est top. Et sinon, le recovery liquide, pour le chat, ça sera ce qu'on a probablement de mieux pour ces cas-là. Quelques petites actualités thérapeutiques. Qu'en est-il de l'immunothérapie et des antiviraux? Il y a des études qui ont été chercher un peu ce que ça pouvait donner de transfuser du plasma de chiens immunisés à des animaux infectés de parvo. Bon, bah, globalement, c'est un échec. Il n'y a pas d'amélioration de la survie, de tout ça. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas du tout au point. Il y a des études qui sont assez intéressantes qui ont utilisé des interférents recombinants félins dans le traitement des parvoviroses. Piste intéressante, voilà, mais il n'y a pas beaucoup, enfin, il n'y a pas d'études récentes. Là, vous voyez, je vous en ai mis une en haut qui est de 2002, il y en a une autre, je crois, de 2004, il y en a une de 2008, mais il n'y a rien d'autre récent. Et en fait, le problème surtout, c'est que les interférons sont excessivement chers et difficiles d'accès. Donc, en pratique, on ne les utilise pas. Et puis, il y en a qui ont testé aussi des antiviraux, comme l'olcetamivir, que vous avez donc dans l'étude en bas. Et globalement, ils n'ont pas réussi à démontrer d'effet. Donc, pour l'instant, ces pistes-là, voilà, il n'y a pas grand-chose. Et par contre, ça, c'est une piste hyper intéressante, c'est la transplantation fécale. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas, mais il y a une très belle étude donc, du JVIM de 2018, qui était une étude prospective randomisée, sur 66 chiots atteints de parvo, répartis en deux groupes, donc un groupe contrôle et puis un groupe test. Et en fait, le protocole qui est utilisé, c'est d'injecter par voie rectale, donc 10 grammes de fécès d'un chien sain. Donc dedans, ils définissaient ce qu'était un chien sain, il fallait qu'il soit vacciné, correctement vermifugié, blablabla, enfin qu'il n'ait pas de troubles digestifs, un bon aliment, tout ça, tout ça. Donc ils prennent 10 grammes de fécès, qu'ils diluent dans 10 ml de NaCl09 et qu'ils injectent par voie rectale. Donc on prend une sonde, par exemple, une sonde urinaire, une sonde de réalimentation, n'importe, qu'on enfile par voie rectale. Le but, c'est pas juste de le mettre dans l'ampoule rectale, il faut quand même l'enfoncer un petit peu. Et on injecte cette petite tambouille dans les 6 à 12 heures post-admission. Et les résultats de leur étude, c'est qu'on avait une résolution plus rapide de la diarrhée dans le groupe qui avait reçu la transplantation. On avait une durée d'hospitalisation qui était significativement plus courte. Ils avaient quand même divisé par 2 la durée d'hospitalisation. Et on avait une baisse de la mortalité qui n'est pas sortie statistiquement significative dans leur étude, mais on passait quand même de 36% dans le groupe pas transplanté à 21%.
dans le groupe avec transplantation fécale. Donc ça, c'est vraiment un truc qui peut être hyper intéressant. Ça coûte rien. Voilà. Donc si vous avez un chien sain sous la main, pensez à faire des transplantations fécales chez ces animaux-là. Un petit mot sur le pronostic. La mortalité, elle est extrêmement variable en fonction des études et ça dépend notamment de l'âge, de la race, du statut vaccinal, des comorbidités. On a dit qu'il y avait beaucoup de co-infections avec le corona, avec des parasites, etc. De la sévérité des symptômes, bien sûr, et du délai et de l'agressivité de la prise en charge. Globalement, ce qui ressort, c'est qu'on a une mortalité lorsqu'on a vraiment des patients qui sont pris en charge de manière assez agressive. Ça peut descendre entre 4 et 10% de mortalité seulement. Et sans traitement, on a des mortalités qui montent jusqu'à 91%, donc c'est assez énorme. Chez le typhus, dans les différentes études, on a globalement une mortalité qui vacille entre 50 et 80%, ce qui est quand même des taux de mortalité qui sont très importants. Donc il faut toujours avoir des discours relativement réservés sur ces animaux-là. Lorsque vous envoyez et que vous suspectez qu'il puisse y avoir une cause virale, il vaut mieux être un peu pessimiste et puis ça évolue bien, tant mieux. Mais même sur des cas qui ont une présentation clinique qui n'est pas catastrophique au départ, on peut vraiment avoir des dégradations extrêmement rapides au niveau clinique de ces animaux. Donc, il faut vraiment toujours être vigilant vis-à-vis du discours que vous tenez. Et on ne sait pas trop, mais il est possible que même après guérison, il y ait une prédisposition au développement de troubles digestifs un petit peu chroniques chez ces animaux-là. Et enfin, pour terminer, un tout petit mot sur la prévention, puisque donc, on a vu que c'était vraiment un gros enjeu à cause des caractéristiques de ce virus. L'excrétion, elle est longue chez les animaux, même après guérison, pendant plusieurs semaines. C'est un virus qui est très résistant dans le milieu extérieur. Il survit notamment à 30 minutes à 70 degrés, donc sur des techniques parfois de désinfection un peu classiques, ben, ça ne marche pas. Et c'est un virus qui est très contagieux et ça fait partie des vis rédhibitoires chez le chien et chez le chat. Donc, c'est vraiment un gros enjeu, ces virus-là. Donc, que faire? Alors, idéalement, il faudrait ne reproduire que des animaux vaccinés, mais là, ça sort un petit peu de ce qu'on peut faire nous. Hein. On arrive après. Donc, en tout cas, lorsqu'on suspecte ou qu'on diagnostique une parvo, un typhus, il faut absolument isoler les animaux infectés. Et ça, c'est très important. Et des fois, on n'est pas assez vigilant là-dessus. Il faut vraiment utiliser du matériel dédié en hospitalisation. Donc, stéthoscope dédié, thermomètre dédié, pompe à perf dédiée, etc., etc. Et c'est marqué plus bas, mais hygiène des soignants, hyper important. On se lave les mains, on met des gants, s'il faut, on met des blouses, etc. Il faut vraiment faire très attention à la propagation de ces virus-là. Il faut évidemment retirer minutieusement toutes les matières organiques et notamment les sels avant de procéder à une désinfection des surfaces. Et ce qui va marcher le mieux, c'est l'eau de Javel dilué à 1 pour 30 avec un temps de pause de 10 minutes. Donc voilà. Et l'eau de Javel est inefficace lorsqu'on a des matières organiques. C'est d'où l'importance de bien nettoyer avant. Les autres désinfectants qui sont décrits comme efficaces, je vous les ai mis là. Mais tout ce qui est ammonium quaternaire et tout, ça ne marche pas sur ces virus-là. Donc vraiment, et je réinsiste sur l'hygiène des soignants, c'est hyper important. Et attention à tout ce qui va être textile, hyper dur. Là, franchement, le mieux, c'est de jeter, carrément. Donc, c'est valable pour ce qui va être en clinique, mais c'est valable aussi pour ce qui serait chez les gens, parce que c'est tout pourri, contaminé de virus. Voilà pour la prévention et je vous ai remis juste quelques petites dias avec la biblio que j'ai utilisée si jamais il y en a qui veulent retourner voir des articles. Donc, vous avez le Silverstein qui est le bouquin de référence en urgence soins intensifs et le Drobat qui est son petit pote plutôt axé urgento. Et là, je vais utiliser le Grimm aussi et je vous remets ici et ici des articles pour la parvo et le typhus s'il y en a qui ont envie d'aller se faire chier à lire des trucs. Voilà, merci beaucoup pour votre attention pendant cette longue conférence. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je crois que tout le monde dort. Non, merci en tout cas. Eh ben, merci à vous d'avoir assisté. Ça va, personne n'a de questions? Ouais, Calypso, moi j'ai dû arriver trop tard, mais sur les tests, il faut se méfier du fait qu'ils recherchent les tests du coup parvo et typhus chat. Ils recherchent les antigènes ou les anticorps La plupart de ceux qu'on a, tous les tests rapides, SNAP, IDEX, KIDVIA, machin et tout, c'est des antigènes.
Chez le Antigène. chien, il n'y a pas vraiment d'interférence avec le vaccin qui est précisément décrite, mais on sait que D'accord. ça reste possible. Chez le chat, il faut quand même faire attention dans les 15 jours qui suivent la vaccination et ça va être en fait dépendamment du type de vaccin utilisé et notamment lorsqu'ils utilisent des vaccins vivants atténués. D'accord. Ok. Voilà, Ok, merci. je t'en prie. Il y a Hadj qui a levé la main dans la discussion. Hadj, tu veux parler? En fait, je voulais écrire. J'entends pas. Bah vas-y, t'as une question? Non, non, non. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y Merci. avait... Je t'en prie. Il y avait d'autres questions? Ça va? Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir écouté la présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis travaillez bien. Merci beaucoup, Calypso. Merci à toi aussi. Bye bye. Merci. Salut. Merci, salut, très jolie photo. J'essaye d'arrêter le partage d'écran, mais je n'y arrive pas. Je vois que Julie en avait rien à foutre de ton mariage, mais bon. Allez, bisous, à tout de suite. Salut. Salut.